Alors qu'au Tchad, des militaires américains ont quitté le territoire ou sont en voie de quitter le territoire dès le 1er mai prochain, des informations font état de militaires russes arrivés sur le territoire tchadien au nombre de 130. Ceux-ci seraient arrivés par Ethiopian Airlines pour se rendre sur le territoire tchadien. Au Tchad, l'on le rappelle, plusieurs observateurs commencent à penser que Idriss Déby Itno est en train de changer de camp, mais est-ce réellement la situation pendante au Tchad? Est-ce réellement un changement de camp ou alors un choix de camp du président Mahamat Idriss Déby Itno? Eh bien, on en parle dans ce programme qui reçoit d'ailleurs notre invité, l'illustre André Christelle Fanga. Il est directeur de publication et analyste, invité consultant permanent de Regard Panafricain. Merci infiniment d'être là dans le cadre de cette émission. Bonsoir et bienvenue dans le studio de For You Radio. Bonsoir Madame Madone Bégoulé. C'est un plaisir renouvelé de me retrouver dans ce magnifique studio dont vous avez la maestria de diriger en compagnie de vos techniciens et que je salue de manière particulière ce soir, Monsieur Nkele, je crois, si je me trompe pas. Bonsoir Monsieur Nkele. Bonsoir aux auditeurs, bonsoir à tous ceux qui nous regardent sur toutes les plateformes de For You Africa. Bonsoir particulier à son Excellence Serge Espoir Matomba. Vous voyez que j'ai mis son Excellence devant. Voilà, dans son Excellence Serge Espoir Matomba, parce que c'est un excellent travail qu'il fait. L'excellence n'est pas seulement un titre ronflant, mais c'est aussi un titre d'appréciation de ce travail qui est fait, parce que For You Media Africa aujourd'hui devient déjà une référence au niveau de l'Afrique en matière de communication, en matière d'information, en matière de débat, et ça fait plaisir. C'est pour ça que nous nous donnons aussi du plaisir à venir sur Regard Panafricain, sur toutes les autres émissions qui sont produites ici. Donc, sentez-vous honoré, Monsieur le Président, n'est-ce pas, Serge Espoir Matomba, pour ce travail magnifique que vous faites pour le Cameroun et l'Afrique tout entière, pour sa décolonisation complète et pour son épanouissement. Vraiment, sentez-vous saluer, tout le meilleur. Merci André Christelle Fanga d'être avec nous et merci pour ce propos introductif. Voilà, nous allons commencer les échanges juste après cette transition. Merci André Christelle Fanga d'être là une fois de plus. Au Tchad, l'actualité nous emmène à parler de la présidentielle qui approche. Elle nous amène à parler de la relation entre le Tchad et la Russie. Elle nous amène également à parler de cette relation qui existe entre la France et le Tchad. Qui de la France ou la Russie, le président Mahamat Idriss Déby Itno, a-t-il choisi pour l'après-présidentielle sur son territoire? Il semblerait que ce soit peut-être à la place des Américains, de la France, la Russie. André Christelle Fanga, des informations font état de Russes sur le territoire tchadien, des soldats notamment, mais cette information n'est peut-être pas celle qui nous intéressera le plus, c'est celle qui tourne autour de l'attitude et la pensée du président Idriss Déby Itno. Déjà, revenons à cette période où, il y a de cela 2 semaines, le président Mahamat Déby Itno déclarait: le Tchad n'est pas dans une optique de partir d'un maître pour un autre. Est-ce que ces propos sont alliés avec cette possible arrivée des Russes sur le territoire tchadien? Alors, Madame, je voudrais, quand je préparais cette émission, vous dire d'entrée de jeu que ce ne sont pas des propos de campagne. Ok. Parce que on a vite assimilé ce genre de propos aux propos de campagne.
parce qu'on est en campagne et parce que le vent, n'est-ce pas, du panafricanisme qui souffle sur toute l'Afrique et dans le monde aujourd'hui et qui a pour partenaire privilégié, n'est-ce pas, actuel, c'est la Russie qui l'accompagne, n'est-ce pas, dans on peut dire une révolution, n'est-ce pas, une révolution qui parfois elle est silencieuse mais parfois bouillonnante. Donc quand vous regardez ce vent de révolution qui est en train de souffler sur toute l'Afrique, alors au niveau du Tchad, elle souffle véritablement. Elle souffle véritablement, pourquoi? Parce que c'était quasiment un hold-up que M. Macron avait effectué sur Mahamat Idriss. Quand je parle de hold-up, c'est quoi? C'est que le Tchad se retrouve dans une situation ambiguë. Avec la mort de feu maréchal Idriss Déby Itno, l'ex-président qui est décédé en guerre, et qu'il fallait trouver, n'est-ce pas, et qui venait de gagner une élection, qui venait d'être proclamé président, chef de l'État, n'est-ce pas, mais qui n'avait pas encore prêté serment. Donc, vous voyez que le Tchad se retrouve dans une position où le président élu, n'est-ce pas, démocratiquement, n'a pas encore prêté serment. Donc, la situation devient une vacance ou bien une situation très délicate. Alors, les Tchadiens se concertent et tout, on passe à une transition, c'est-à-dire les militaires qui étaient presque ceux qui tenaient le pouvoir, le premier ministre, que ce soit le président de l'Assemblée, se déchargent de leurs fonctions en disant que non, ils ne peuvent pas assumer parce que normalement l'intérim devait être fait par le président de l'Assemblée nationale. Il décline sa responsabilité. Donc le Tchad aujourd'hui est sous contrôle, n'est-ce pas, d'une transition qui s'impose, ou bien, bon, qui ne s'impose pas d'elle-même, c'est-à-dire le général Mahamat Idriss ne s'impose pas lui-même en disant que ok, c'est moi comme... Mais c'est certains généraux des caciques, n'est-ce pas, du pouvoir tchadien qui décident de l'adouber, de faire de lui le président de la transition. Et tel que ça a été fait, directement, nous avons vu un Emmanuel Macron, n'est-ce pas, débarquer au Tchad, n'est-ce pas, venir prendre Mahamat et tout. On a vu les balais diplomatiques, France, n'est-ce pas, du général en France et tout le reste. Donc, où on a vu quand même une attitude de paternaliste, n'est-ce pas, de Emmanuel Macron qui voulait justement récupérer, n'est-ce pas, le nouveau venu, n'est-ce pas, dans cette transition-là, pour l'imposer peut-être un certain rythme ou bien un certain programme politique. Mais quand vous regardez la situation, parce qu'avant que le Tchad, le Mahamat Idriss ne soit au pouvoir, le président Idriss Déby était un grand panafricaniste. Il faut le dire, parce que parmi les chefs d'État qui ont compris et qui ont accompagné le combat panafricaniste actuel, n'est-ce pas, nouvelle version, n'est-ce pas, le maréchal du Tchad était parmi ceux qui se sont investis pour justement répandre le panafricanisme sur toute l'Afrique, sur tout le continent. Parce qu'on peut croire à la reconversion, parce que hier, on considérait le maréchal du Tchad, n'est-ce pas, feu Idriss Déby Itno, comme un allié de la France à une époque. Mais on a commencé à comprendre un discours contraire. Et nous avons vu les positions du maréchal Idriss Déby par rapport à nos discours nous tenons dans certaines chaînes de télévision et radio en disant que non, par exemple, le franc CFA n'est pas notre monnaie. Donc, le maréchal a fait le relais au niveau des chefs d'État, au niveau des autres, parce qu'étant président de la conférence des chefs d'État à un moment donné de l'Union africaine, il a posé cette problématique. En fait, il a pris à bras le corps le combat panafricain, n'est-ce pas? Donc, le général Mahamat, en arrivant au pouvoir, savait déjà la direction que le père, n'est-ce pas, avait déjà adoptée. Donc, il n'était pas en train de suivre cette direction. Je ne vous ai pas bien compris. Il n'était pas en train de suivre cette direction laissée par le père Déby au soir de sa vie. Je pense que c'est pour ça que j'ai expliqué la situation ambiguë dès le départ, qui amène à la transition. Donc, le maréchal, n'est-ce pas, avait déjà tracé une ligne. En fait, il était en train de tracer une ligne, même quand vous suivez ses derniers discours, n'est-ce pas, lors de la campagne présidentielle où il était candidat de son vivant, il avait pris certaines positions, n'est-ce pas, qui justement montraient déjà que sa prochaine mandature, n'est-ce pas, allait prendre telle direction. Donc, quand vous regardez aujourd'hui la transition d'aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est en fait comme
comme on dit, l'enfant peut-être était encore emballé, ou bien était encore noyauté, ou bien n'avait pas encore les coudées franches, n'est-ce pas, de prendre position. Alors maintenant qu'il a les coudées franches, parce que l'une des choses qui a permis d'abord que vous suivez ce genre de déclaration et que vous suivez ce genre de position aujourd'hui, n'est-ce pas, avec l'arrivée de la Russie, ou bien de dire aux Américains de partir, n'est-ce pas, du territoire, ça veut dire que il fallait d'abord une consolidation du pouvoir en place, n'est-ce pas? C'est-à-dire essayer d'avoir des leviers, n'est-ce pas, pour contrôler la situation au Tchad. Et c'est ce qui a été fait pendant les quelques années, je crois quelques mois. Donc, pendant ces moments de transition-là. Et que les Tchadiens lui ont donné toute la confiance, n'est-ce pas, nécessaire d'abord, premièrement, avec le dialogue. Le grand dialogue qui a été opéré. Donc, ça lui a donné une certaine force et maintenant de dire, ok, je peux maintenant déterrer le projet politique du maréchal Idriss Déby du Tchad, n'est-ce pas, maintenant le poser sur la table. Et le programme politique, justement, était la panafricanisation du Tchad. Parce que si on parle de panafricanisation du Tchad, alors on parle de l'arrivée des instructeurs russes ou bien des militaires russes ou bien d'un partenariat avec la Russie. Donc, vous voyez que le général n'a pas perdu du temps parce qu'il pouvait gagner du temps. Vous connaissez la position de Doumbouya? Ça fait déjà beaucoup d'années de la transition. Oui. Je vous prends un exemple de quelqu'un qui est dans une transition aussi, n'est-ce pas? Et qui est même, sa transition est plus vieille que celle du maréchal, du général Mahamat. Alors le général Mahamat Idriss Déby Itno serait en train de choisir son camp, clairement? Ben, écoutez, je ne veux pas répondre par un oui ou par un non. On part des faits. Voilà, vous êtes journaliste et nous sommes tous journalistes. Nous savons tous que les faits sont sacrés, n'est-ce pas? Les commentaires sont libres. À partir des faits, n'est-ce pas, nous pouvons maintenant donner, on peut se faire une idée de ce qui va, n'est-ce pas, qui va arriver, ou bien de ce qui est déjà en train d'être fait. Premier des faits, pour vous dire que le maréchal, le général Mahamat Idriss, n'est-ce pas, a mûri et a pris des positions, n'est-ce pas, claires, parce que tout cet accaparement du clan franco-américain, quand je parle du clan franco-américain représenté par Emmanuel Macron, n'est-ce pas, qui voulait le mettre dans une posture où il fallait qu'il obéisse au doigt et à l'œil, n'est-ce pas, à la France et aux États-Unis. Il a fait, n'est-ce pas, un shift, n'est-ce pas, très important en allant en Russie. Vous allez en Russie dans une situation où la Russie est persona non grata, n'est-ce pas, au niveau des instances soi-disant du monde capitaliste néolibéral, c'est-à-dire États-Unis, France, Angleterre et tout. Donc, il est persona non grata de ce côté-là. Et vous, dirigeants africains qui n'avez pas encore soi-disant la légitimité, n'est-ce pas, que vous confère soi-disant la démocratie, c'est-à-dire en passant par une élection, mais vous décidez quand même durant ce moment-là d'aller, n'est-ce pas, rencontrer Vladimir Poutine à une visite officielle. Et il est reçu avec tous les égards nécessaires, n'est-ce pas, de président du Tchad. Donc vous comprenez que cette première décision montre déjà, n'est-ce pas, que même en période où la Russie est l'ennemi de tous, c'est-à-dire du bloc occidental, n'est-ce pas, hégémonique capitaliste, vous prenez quand même le courage d'aller le rencontrer et de discuter. Et vous n'êtes pas allé là-bas comme coursier de soi-disant des autres, mais vous êtes allé là-bas comme président, n'est-ce pas, d'un État qui cherche des coopérations, qui cherche des partenariats pour justement son pays. Ça, c'est un premier fait très important et qui qualifie, et nous avons vu la réaction de la France, nous avons vu la réaction des médias français, nous avons vu la réaction des hommes politiques, des chroniqueurs, des consultants, des médias mainstream, ce qu'ils ont dit par rapport à cette visite-là. Maintenant, aujourd'hui, vous avez un discours qui va au-delà du discours de campagne, comme je le disais tout à l'heure, qui joint maintenant la vision maintenant de feu maréchal Déby du Tchad, où il faut panafricaniser le Tchad. Alors, pour panafricaniser le Tchad, il faut que, certaines bases militaires commencent à dégager. Et ça a commencé avec qui?
avec les Américains en disant, oh non, il faut que les Américains puissent partir parce qu'il n'y a aucun contrat. Première des choses, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il n'y a aucun contrat, il n'y a aucun un accord, n'est-ce pas? Les déplacements abusifs américains sur certaines bases. Exactement. Donc, vous comprenez que, donc, vous voyez que ça devient gênant et avoir le courage de dire à la tête du Léviathan, n'est-ce pas, du grand Léviathan, mordeur de l'Afrique, ou bien à valeur des grâces de notre continent, c'est-à-dire ceux qui puisent, n'est-ce pas, nos ressources et nos énergies, n'est-ce pas, qui est commandé par les États-Unis. Quand vous commencez déjà à donner des coups, à sonner des coups à la tête de ce Léviathan, alors ça veut dire que vous avez choisi, vous avez pris une option. Et vous voyez qu'aujourd'hui, les Américains sont en train de partir et maintenant on présente déjà l'arrivée des Russes, n'est-ce pas, comme remplaçant, n'est-ce pas, de ce... Parce que vous ne pouvez pas quand même être pays voisin du Centrafrique. Vous voyez les résultats qui sont obtenus au Centrafrique. Oui. Pays qui était déstabilisé, pays qui n'avait pas, qui ne faisait pas 5 ans sans éclatement d'une guerre. Aujourd'hui, c'est un pays stable où 90% du territoire est récupéré grâce au partenariat FACA, instructeur russe, où nous avons des résultats probants. Donc, vous voyez... Mais la République centrafricaine aussi, André-Christelle Fanga, je ne vous coupe pas pour vous relancer, qui tente la cohabitation entre l'Amérique et la Russie sur son territoire. Donc, je ne pense pas que les États-Unis sont en train de s'imposer avec leur groupe appelé Bancroft. Bancroft, c'est un groupe paramilitaire américain, n'est-ce pas, qui en fait, la même chose qu'ils font au Tchad, c'est la même chose qu'ils font, n'est-ce pas, au niveau du RCA. En fait, ils essayent de créer le trouble. Comme vous savez, l'ennemi ne dort pas. L'ennemi a toujours un plan A, plan B, plan C, plan Z, jusqu'à ce que tous ces plans soient épuisés. Parce que dans l'administration, certaines administrations, n'est-ce pas, de nos États encore, il y a encore des pros, n'est-ce pas, des endocolons pour les citer, pour les appeler comme ça, à leur vrai nom, des endocolons, ceux qui sont au service, n'est-ce pas, de l'impérialisme, ceux qui sont au service de la néocolonisation, ceux qui sont au service des Occidentaux dans nos différents États. Donc c'est ceux-là maintenant qui parfois créer des ouvertures, n'est-ce pas, à ces entreprises comme Bancroft en RCA, n'est-ce pas, d'entrer au pays et de vouloir s'imposer. Donc, vous comprenez qu'en réalité, la RCA a pris une option d'être avec la Russie. Et c'est le premier pays, et il faut le rappeler, que c'est le RCA, n'est-ce pas, le Centrafrique, n'est-ce pas, qui a pris le premier la décision de faire venir les instructeurs russes sur son territoire. Entrer en partenariat véritable avec la Russie. Donc, vous voyez que les résultats obtenus en RCA peuvent un peu aussi rendre jaloux le Tchad. En disant, pourquoi ne pas avoir un partenaire aussi fiable? Alors que chez nous, ici au Tchad, nous avons par exemple une base militaire française, nous avons une base militaire américaine, mais qui ne nous produit pas de résultats. Le maréchal du Tchad a été tué par des rebelles, n'est-ce pas, soi-disant. Bon, ça c'est l'information qu'on a fait publier partout, que c'est les rebelles du FACT. Les FACT, voilà, qui avaient assassiné le maréchal. Vous comprenez un peu? Alors, vous ne pouvez pas être attaqué, n'est-ce pas, par des ordres de barbares, n'est-ce pas? Et à plusieurs reprises, nous avons vu ça. Par exemple, avec l'Arche de Zoé. L'Arche de Zoé, c'était ces Français, n'est-ce pas, qui capturaient les enfants un peu partout ici en Afrique, n'est-ce pas? Et on les a arrêtés, n'est-ce pas, au Tchad. On les a arrêtés au Tchad. C'est comme ça qu'ils ont été, n'est-ce pas, positionnés pour justement, on les a récupérés en fait. Et on devait les juger justement au Tchad. Et c'est comme ça que la situation, n'est-ce pas, a dégénéré. Et Nicolas Sarkozy dit par exemple que peu importe ce que ces Français ont fait, il va aller les récupérer au Tchad. Et ils ont déployé toute la diplomatie. Quand le maréchal a dit non, il y a une justice par exemple au Tchad, ils ont créé tout un désordre. En fait, il y a eu une cohorte de rébellion qui a traversé, aidée par la base militaire française, jusqu'à ils étaient aux portes de N'Djamena, du palais présidentiel. Subitement, n'est-ce pas, il y a eu disparition de ces rebelles-là. Donc, finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, la France n'a jamais joué franc jeu avec les pays africains, surtout le Tchad. Donc, ce n'est que normal que, au vu de ces deux faits que je vous ai cités, c'est normal que le Tchad aujourd'hui, n'est-ce pas, décide de tourner, n'est-ce pas, ses regards ailleurs, parce qu'en réalité, le partenariat avec, n'est-ce pas,
les États-Unis, la France n'ont pas produit des résultats escomptés. Donc, c'est un bel exemple à côté d'un pays comme le Centrafrique qui était en désordre et maintenant où on voit les résultats. Le Tchad aussi peut se stabiliser, peut avoir aussi sa paix, peut avoir avec un partenariat, surtout que le Tchad est un pays de guerriers, c'est un pays de soldats. Donc, avec l'accompagnement encore de la Russie, ils peuvent encore produire de très bons résultats. Merci André Christelle Fanga, mais cette venue des militaires russes sur le territoire tchadien, est-ce qu'elle devrait être séparée ou alors analysée séparément du fait qu'il y a tout de même une présidentielle qui se prépare? Le scrutin est prévu d'ailleurs pour le 6 mai prochain. Et s'il fallait regarder la situation au Tchad où on a au sein d'un gouvernement 2 candidats qui n'ont pas raccroché les crampons jusqu'ici, ils continuent de remplir leur fonction qui de président de la République, qui de Premier ministre d'ailleurs faisant des voyages qui permettraient au Tchad d'avoir des partenaires ou encore d'autres types de coopération. On a l'un qui est censé d'être un pion américain et l'autre qui est décrit comme ayant un penchant français. Aujourd'hui, un penchant franco-russe. Je ne sais pas si c'est ainsi qu'il faudrait... Ce n'est pas possible d'être franco-russe. Justement, techniquement, ça reste incompréhensible l'attitude du président Kaka Déby au Tchad, mais est-ce qu'il faut délier justement cette présence russe de ce Premier ministre calqué, en tout cas tensé d'être un Américain, un pro-américain? Alors, je voudrais vous dire simplement, et que je le dis depuis quelque temps que nous faisons des émissions et que nous parlons du Tchad, oui. Les deux sont en quête de légitimité. Ok. C'est-à-dire le président le président de transition, Mahamat Idriss, le premier ministre Succès Masra de la transition, tous sont en quête de légitimité. Alors, je ne suis pas sûr qu'il n'y a pas une entente, en fait, ou bien je suis sûr qu'il y a une entente tacite entre les deux personnes. Okay. C'est-à-dire, nous allons gérer ce pays. Et pour que nous puissions le gérer, il faut que chacun, n'est-ce pas, fasse comme si il appartenait à un camp. Okay. Pour que après, les résultats des élections, nous les connaissons déjà. Hein. Mahamat va gagner cette élection. Ça, c'est sûr. Donc, au vu même de la mobilisation, vous suivez au moins la campagne, vous voyez les images. Je vois la campagne de Succès Masra qui draine les foules. Mahamat Déby. Oui, je vois également Mahamat Déby sur le terrain. Oui. Qui draine aussi les foules. Draine aussi les foules. Beaucoup de foules même. Voilà. Donc, vous comprenez que les deux travaillent pour le bien-être du Tchad. Donc vous avez complètement élagué le fait que certains analystes, certains observateurs de la sphère panafricaine ou pas, estimaient que le Premier ministre Succès Masra pourrait être comme un épouvantail qu'on viendrait agiter devant le président Mahamat Idriss Déby, si jamais il essayait de mettre un pied hors de la France-Afrique, un pied hors du néocolonialisme. Madame, je pense qu'aujourd'hui, nous avons grandi. Et comme nous avons grandi, ça veut dire que nous pouvons gérer des contradictions internes dans nos États. Comme cela se passe au Soudan? Bon, vous savez, il y a beaucoup de choses que les Américains sont à la manœuvre au Soudan. Il faut le dire clairement. Justement. Les États-Unis sont à la manœuvre au Soudan. Donc, c'est eux qui contrôlent la situation là-bas. C'est eux qui agitent, qui créent tout ce désordre-là. Donc, actuellement, il y a un coup phénoménal qui s'est joué au Tchad. Parce que l'acceptation, n'est-ce pas, de Succès Masra d'être Premier ministre, vous voyez un peu, n'est pas un fait de hasard. C'est parce que justement, il y avait des charges d'abord contre lui. En fait, vous savez qu'il y a eu des morts au Tchad grâce à tout ce qu'il a pu... Après les manifestations du 20 octobre 2022. Voilà. Oui. Donc, vous voyez que le sang des Tchadiens a coulé parce qu'il a amené des gens à l'extérieur. Donc, vous voyez que les deux camps sont fautifs. Voilà. Une soldatesse qui tue et une mobilisation du peuple. Après, vous-même, vous n'êtes pas, vous fuyez, vous partez. Vous voyez un peu. Donc,
il a fallu la médiation. Il a fallu, n'est-ce pas, la médiation de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de RDC, n'est-ce pas, qui était mandaté par la CAC pour justement gérer ce différend. Ce qui est sûr, il y a eu un compromis. Il y a eu quelque chose, une entente, ouais, jusqu'à ce que Succès Masra rentre au Tchad et qu'il devienne Premier ministre de transition. Et aujourd'hui, les deux sont candidats, comme vous l'avez bien souligné. Et donc, vous voyez qu'aujourd'hui, c'est les deux frères du Tchad ont compris que c'est possible, n'est-ce pas, de travailler pour le bien-être du Tchad. Parce que s'il a accepté d'abord d'être Premier ministre de Mahamat Idriss, ça veut dire qu'il y a eu des explications. Il y a eu plein de choses. Aujourd'hui, quand nous regardons, n'est-ce pas, la campagne qui se passe aujourd'hui et les discours de campagne et tout ce qui se fait, alors vous comprenez qu'en réalité, les deux veulent le bien-être du Tchad. Les deux veulent le bien-être du Tchad, mais l'autre sera président, l'autre sera Premier ministre. Ok. Vous voyez un peu? Donc, ce qui est sûr, ça sera ça. Parce que dans la posture de Mahamat Idriss Déby, tout son discours, il parle comme déjà un président. Il est président de transition, mais il parle maintenant là comme un président élu parce que en acceptant déjà le partenariat, l'arrivée des soldats russes, vous voyez que c'est un acte très fort. Vous voyez un peu, c'est un acte très fort. Vous voyez que dans sa démarche, n'est-ce pas, il prend déjà des décisions qui vont jusqu'en en décembre. Oui. Vous voyez qu'il a on ne paye pas l'eau, on ne paye pas l'électricité jusqu'en... Il peut compter sur la continuité de l'État après son départ. Bon, ok, je vous comprends. Nous savons tous que c'est des Tchadiens et ils travaillent tous le Tchad. Et donc, je disais tout à l'heure que nous avons grandi. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle génération qui comprend les enjeux. C'est-à-dire, nous pouvons aussi jouer avec les autres. C'est-à-dire, oui, leur faire croire que nous sommes avec vous, n'est-ce pas, et ne pas faire exactement ce que vous voulez. C'est-à-dire, aujourd'hui, on nous a longtemps divisés pour mieux régner. La stratégie machiavélique a toujours existé, n'est-ce pas? C'est cette théorie machiavélique qui a toujours, n'est-ce pas, guidé, n'est-ce pas, certains dirigeants africains, ou bien manipulés par l'Occident. C'est-à-dire, il faut vous diviser, il faut que l'autre soit pro-français, il faut que l'autre soit pro-américain, il faut que l'autre soit pro-allemand, il faut que l'autre soit libéral ou communiste. Et donc, c'est ces idéologies-là, n'est-ce pas? On vous oppose les idéologies pour mieux vous diviser, pour mieux vous dominer. Et je pense qu'aujourd'hui, comme nous avons grandi, nous pouvons exactement, justement, gérer ces contradictions-là, c'est-à-dire faire les choses ensemble. C'est-à-dire, ok, on dit que nous sommes d'abord Tchadiens, n'est-ce pas? Nous sommes d'abord Camerounais, n'est-ce pas? Nous sommes d'abord Congolais, n'est-ce pas? Nous sommes d'abord Centrafricains, n'est-ce pas? Donc, nous appartenons d'abord à l'Afrique. Alors, essayons de gérer, n'est-ce pas, nos situations comme on a l'habitude de gérer les situations chez nous en Afrique, c'est-à-dire sous l'arbre, à palabre, devant une tasse de thé. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si les deux ont compris les enjeux, alors ce n'est que normal. Donc, au-delà du discours de campagne, n'est-ce pas, c'est des réalités, c'est des positions. Et je voudrais vous dire, Madame Badone Begoudé, les Africains, et je pense que le discours que nous tenons ici porte ses fruits, les Africains ont compris comment jouer avec l'Occident, ou bien travailler avec l'Occident, surtout capitaliste et impérialiste. Parce que hier, ils avaient la possibilité de vous dégager du pouvoir quand ils voulaient. C'est là où les célèbres Bob Denard, Henri Bertrand Lévy et toutes ces entreprises, n'est-ce pas, ces multinationales qui finançaient justement ces, n'est-ce pas, barbouzes qui travaillaient et qui finançaient aussi les endocolons. Parce que même politiquement, ils travaillaient avec certains partis politiques qu'ils engraissaient, n'est-ce pas, pour aller affronter peut-être le président et finalement, ils créaient une scission pour créer des guerres civiles pour dire que non, on a volé la victoire de l'autre et ça créait tous les émeutes que nous avons et finalement, on arrivait à des coups d'État ou bien à des guerres civiles interminables. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, nous avons déjà appris de toutes ces contradictions-là et nous pouvons maintenant apprendre à faire les choses entre nous-mêmes. C'est-à-dire la stratégie des porcs épics. La stratégie des porcs épics, c'est quoi? Chacun ses piquants. Ok. N'est-ce pas? Quand tu déploies tes piquants, ça pique l'autre, ça pique l'autre, ça pique l'autre, mais tu oublies une chose, n'est-ce pas? En période de froid, le froid, n'est-ce pas, vous pénètre parce que vos piquants sont levés. Alors que quand vous baissez vos piquants et vous vous mettez côte à côte, vous vous
réchauffer ensemble, n'est-ce pas? Finalement, vous ne mourrez pas de froid et vous ne piquez pas l'autre. Et finalement, vous avancez, vous survivez durant la tempête. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que nous devons apprendre et ce que nous sommes en train d'apprendre. Et c'est cette contradiction-là que nous sommes en train de gérer, nos ambitions personnelles et parfois. Et ça, vous voyez le bel exemple du Sénégal, où deux amis de longue date, n'est-ce pas? L'autre n'a pas possibilité d'être candidat, n'est-ce pas, à l'élection. Il fait la passe, n'est-ce pas, à l'autre qui finalement devient chef de l'État. Et l'autre arrive, il le nomme Premier ministre et davantage, ils travaillent ensemble pour justement le bien-être de leur État, de leur pays, pour leur vision qu'ils ont dès le départ. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les deux, le tandem, n'est-ce pas, qui, bon, je ne peux pas appeler ça tandem, mais... Vraiment pas. mais ce qui se passe au Tchad aujourd'hui nous amène à croire que c'est possible que... ils sont aussi que jeunes, la cohabitation soit possible. Soit possible, n'est-ce pas? Au lieu de nous mettre en opposition opposée. C'est-à-dire où il faut se faire la guerre. Mais André-Christelle Fanga, dans votre logique, dans ce cas, pourquoi cette cohabitation rivale entre les deux et pourtant l'un des partis aurait pu épouser l'autre simplement dans cette présidentielle, par exemple, que d'avoir un premier ministre qui bat campagne et qui draine les foules, Kaka Déby qui bat campagne et qui draine les foules. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi... c'est pour ça que je parlais du jeu, savoir jouer avec l'Occident aussi. Ok. Vous pensez que c'est une politique étrangère que les deux essayent de mettre sur pied? Ils sont en quête de légitimité, les deux. Et il faut que chacun d'eux prouve ce qu'il est capable de faire. Il y a plusieurs autres candidats, mais c'est les deux les plus en vue. Oui. Alors, chacun doit prouver ce qu'il est capable de faire. Aujourd'hui, la capacité de mobilisation du peuple tchadien. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Alors, la jonction des deux forces, n'est-ce pas, ayant compris le jeu de l'Occident. Parce que je vous ai dit, Madame Badon, dès le départ, c'est la quête de la légitimité. Oui. Les deux doivent se sentir légitimes, n'est-ce pas, pour gouverner le Tchad. Donc, même si l'autre gagne les élections, ou c'est-à-dire Mahamat gagne les élections, vous savez que c'est mon candidat. D'accord. Voilà. Oui, c'est mon candidat. Mahamat Idriss Déby, n'est-ce pas, c'est mon candidat. Parce que vous savez, je n'ai pas trop confiance à Succès Masra. Mais bon, mais vous pensez à la cohabitation. J'accepte. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on accepte des contradictions, on accepte certaines choses, n'est-ce pas, pour essayer de voir est-ce qu'on peut faire, n'est-ce pas, ensemble. C'est pour ça que j'ai parlé de la stratégie du porc-épic. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, ces concessions-là nous amènent, n'est-ce pas, à avoir une stratégie commune. Le système occidental nous a amené la seule version d'avoir la légitimité, c'est quoi? C'est l'élection. Vous savez que la transition du Tchad allait jusqu'en décembre. Donc normalement, Mahamat Idriss Déby devait organiser les élections avant, ou bien au mois de novembre, ou décembre même, ou bien janvier, juste après la fin de la transition. Donc, mais vous voyez qu'il a anticipé. Donc 6 mois, je parle même de 7 mois avant, n'est-ce pas, la fin de la transition, il organise les élections. Parce que nous aurons les élections le 6 mai. Pour dire que, ok, comme c'est dans ce domaine-là que vous voulez nous amener, ok, on organise les élections. Et parce que le premier ministre de la transition pouvait dire que non. Il faut attendre la fin de la transition pour que nous puissions mieux nous préparer pour aller à cette élection. Mais les assises, n'est-ce pas, de N'Djamena, c'est-à-dire le grand dialogue, n'est-ce pas, a prouvé qu'ils sont matures, donc ils peuvent aller à une élection sans heurts. Alors, allons-y, et vous voyez comment la campagne se passe très bien, sans heurts. Alors qu'il y a de cela quelques 6 mois, 7 mois, vous avez parlé du 22 octobre, non? Les événements du 22 octobre 2022. 2022, donc, oui. Bon, ok, on est à... Un peu plus d'1 an quand même, voilà, 2 ans même, 2 on ans va dire. déjà, voilà. Cet antagonisme qu'il y avait il y a de cela quelques années. Alors qu'aujourd'hui, nous voyons quand même le Premier ministre et son président. On voit le candidat, n'est-ce pas, de l'autre parti et un candidat de l'autre parti quand même battre campagne dans un pays à peser. Ça, c'est quand même extrêmement important pour notre continent et surtout pour un pays comme le Tchad qui a connu
des moments très difficiles. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous avons compris les enjeux, donc nous pouvons faire ensemble. Ne vous en faites pas. On va trouver des solutions pour nos amis, n'est-ce pas, qui sont aux États-Unis, nos amis de la France. On va trouver des solutions. Parce que là, le geste posé pour la base militaire américaine, et en faisant venir les Russes, c'est pour déjà se sécuriser. Ah oui, c'est pour déjà dire la sécurité. Un de perdu, 10 de retrouver. Bien sûr, on se sécurise d'abord avec les Russes. On commence d'abord par la sécurité, c'est-à-dire vous allez retrouver que peut-être ces instructeurs-là ou bien ces soldats qui sont arrivés, russes qui sont arrivés, seront en charge pour la sécurité du président qui sera élu. Ça peut être Success Masra comme ça peut être Mahamat. Mais effectivement. Voilà, mais vous savez déjà que c'est Mahamat qui va gagner cette élection-là. Donc, véritablement, c'est pour équilibrer déjà le jeu. Vous voyez un peu, parce que la présence russe, c'est pour équilibrer le jeu. Le jeu de domination, n'est-ce pas, occidental est terminé, c'est-à-dire France, États-Unis, c'est terminé au Tchad. Maintenant, on équilibre avec aussi d'autres puissances. C'est pour ça que il y a le patriarche président du Cameroun, son Excellence Paul Biya, avait dit, le Cameroun n'est pas la chasse gardée d'un État. Et quand il avait prononcé ces propos-là, je crois que c'était le discours de la Bonne, n'est-ce pas? Oui, et ça a causé tous les problèmes du monde. On a amené l'ajustement structurel, on a réduction des salaires, on a amené le Cameroun n'ira pas au FMI. Finalement, on a obligé le Cameroun d'aller au FMI et tout ça. Ça a pris le temps que ça a pris. Mais finalement, les partenariats sont diversifiés au Cameroun. Donc, je pense que c'est cette graine-là, c'est cette sagesse un peu là que le Tchad aussi est en train d'utiliser aujourd'hui. C'est-à-dire, on peut avoir plusieurs partenaires en matière de défense, en matière de sécurité. Merci André-Christelle Fanga. Alors, si on vous a compris, la cohabitation États-Unis-Russie sur le territoire tchadien n'est pas du tout à craindre car cela fait partie d'une stratégie bien propre au président Kaka Déby qui reste en quête de légitimité à la fin de cette transition avec l'élection présidentielle qui, je le rappelle, est prévue pour le 6 mai 2024. On ne devrait donc pas craindre cette cohabitation russo-américaine sur le territoire tchadien. Il s'agit juste d'une sorte de rapport de force. Mais madame, vous savez, quand vous avez la première puissance, n'est-ce pas, nucléaire mondiale à vos côtés, vous craignez quoi? Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez le rapport de force dans le monde, tout le monde craint la Russie aujourd'hui parce que la Russie est la première puissance nucléaire. Et la preuve en est lors de la dernière compétition de Coupe du Monde en Russie, que la Russie avait organisé. Au lieu de nous montrer le football lors de leur générique, ils nous montraient plutôt le lancement des missiles, les nouvelles technologies, les armes, tout ce qui a été fabriqué. Parce qu'ils ont pris du temps pour préparer, n'est-ce pas, cette logique-là. Donc, quand vous avez le parapluie nucléaire sur vous, ça devient compliqué pour les autres États de vous attaquer. Vous voyez un peu? Donc, et nous aussi, nous avons une possibilité chez nous en Afrique aujourd'hui, parce que l'une des choses qu'il faut comprendre, et j'avais failli même l'oublier pendant cette émission, l'Occident est très occupé par leurs problèmes internes. C'est-à-dire les États-Unis sont préoccupés par ce qui se passe à Gaza et avec Israël, ce qui se passe avec la Chine et Taïwan, ce qui se passe à Hong Kong, ce qui se passe même dans leur propre territoire, n'est-ce pas? Donc, ils sont préoccupés par ça. Ils sont préoccupés par la chute du dollar. Ils sont préoccupés par des situations, ce qui se passe en Ukraine. Ils sont préoccupés par ça. Donc, vous voyez qu'ils sont occupés par là. En matière d'argent, en matière d'armement, en matière de défense, n'est-ce pas, d'accompagnement de la défense. En fait, tout le bloc otanien, n'est-ce pas, de l'OTAN est préoccupé, n'est-ce pas, par cette situation, n'est-ce pas, qui prévaut chez eux. Donc, ça donne la possibilité, n'est-ce pas, aux États africains, n'est-ce pas, surtout qui étaient sur domination, qui étaient sur colonisation, qui étaient sur ces influences-là, maintenant de prendre des décisions rapides. Parce qu'ils ne pourront plus agir, n'est-ce pas, comme quand ils avaient le contrôle sur tout. Vous voyez un peu? Parce qu'aujourd'hui, Israël a besoin des munitions, a besoin de l'aide.
Ok. Et vous voyez que l'Iran aussi vient de déclencher aussi un autre, n'est-ce pas, en disant, et la Corée, n'est-ce pas, la Corée, c'est la Corée du Nord, la Corée du Nord s'échauffe aussi là-bas, disant que vraiment, lui, là, il fait ses essais de lancement de missiles depuis, donc, mais il a des missiles maintenant qui peuvent atteindre les États-Unis, qui peuvent atteindre New York. Et donc, ça préoccupe les États-Unis. Vous voyez un peu. Donc, ça permet maintenant aux États africains, n'est-ce pas, de se déployer, de mettre leur stratégie, de leur pensée véritablement en action. C'est-à-dire, vous voulez décoloniser votre État, voilà, voici le bon moment. Et nous avons des partenaires qui sont disposés, que eux, ils n'ont pas, ils ont beaucoup de munitions, eux, ils se sont préparés pendant au moins 10 ans. Par rapport à ça. Donc, ils ont l'armement nécessaire et ils ont beaucoup de force même à redistribuer, n'est-ce pas, aux autres États et apporter leur soutien et surtout le soutien nucléaire. Donc, vous comprenez que quand les États-Unis, la France, l'Angleterre et tout le reste, n'est-ce pas, comprennent que non, la Russie est derrière vous, ils commencent à reculer. Parce que si la Russie n'était pas une puissance nucléaire, n'est-ce pas, les États-Unis allaient attaquer directement la Russie au travers de ce conflit avec l'Ukraine. En fait, c'était même la stratégie. C'était pour provoquer la Russie et l'attaquer pour que les États de l'OTAN, n'est-ce pas, les pays de l'Alliance Atlantique, n'est-ce pas, attaquent la Russie. Donc, vous comprenez que, mais ayant senti la résistance et la force et la puissance de la Russie, parce qu'actuellement, la Russie est en guerre contre l'OTAN. Donc, vous comprenez que nous, leaders africains, leaders, chefs d'État et tout le reste que nous avons, c'est le bon moment, c'est l'opportunité, n'est-ce pas? La France, on n'en parle plus. La France est à genoux. La France ne vaut plus grand-chose. Macron lui-même est préoccupé avec ces problèmes là-bas, des gilets jaunes, de politique interne. Il est préoccupé par plusieurs choses. Il faut gérer même les histoires de... Quand il paraît qu'il épousait un autre homme. Qui sont à l'Élysée ensemble. Donc, il faut gérer tout ça. Vous voyez un peu? Il faut gérer les problèmes un peu de partout. La crise, n'est-ce pas, économique. Il faut gérer aussi le manque de ressources qui commence déjà à se faire ressentir, n'est-ce pas, au niveau de la France. C'est-à-dire avec l'uranium du Niger, maintenant, qui n'est plus puisé comme on veut. Parce que maintenant, il faut quand même aller payer. Et la France est allée négocier au Canada et au Kazakhstan, n'est-ce pas, pour l'achat de l'uranium, pour payer au bon prix. Mais le marché étant déjà saturé parce que les États-Unis eux-mêmes sont derrière le nucléaire, ou l'uranium, pardon. Oui. Vous voyez, donc vous comprenez que ça devient un peu difficile. D'ailleurs, même il y a déjà le rationnement en France. Il y a les délestages. Et Néo s'est déporté en France. Donc on coupe l'énergie 18h, 20h ou bien 21h en France. Donc on vous donne, on dit Marseille, on vous coupe aujourd'hui. Demain, on va couper Paris, Nantes, Monaco et tout. C'est comme ça maintenant en France. Il y a déjà aussi Enéo là-bas. Donc, vous comprenez que dans cette logique, dans cette politique-là, nous, les États africains, nous, les leaders africains, nous devons déjà véritablement choisir. Parce que, comme ils sont préoccupés par leurs problèmes internes et des guerres qu'ils ont provoquées, alors nous pouvons décider d'aller en Chine. Nous pouvons décider d'aller en Russie. Nous pouvons décider d'aller en Inde, nous pouvons décider d'aller au Brésil, n'est-ce pas? Tisser de nouveaux partenariats pour notre sécurité, pour nos économies, pour tout ce que nous voulons, pourvu que ça nous apporte la liberté et la souveraineté dont nous avons besoin. Merci André Christelle Fanga. Nous allons sans transition parler de notre deuxième thématique. Vous le savez certainement, l'Iran a décidé de désigner un seul représentant pour échanger avec les pays de l'AES, une sorte d'appel à une création de la fédération plutôt que la confédération au sein des pays de l'AES. Dans une confédération, il faut peut-être le rappeler, la souveraineté appartient uniquement ou alors exclusivement aux différentes parties qui composent l'ensemble de cette confédération, alors que dans une fédération, il s'agit d'un pouvoir totalement national qui est donc partagé entre l'État fédéral et les différents États fédérés. Il s'agit donc de choisir un seul État qui deviendra, je dirais, le leader de toutes les autres entités. Ainsi, la souveraineté est alors uniquement
une possession du gouvernement central. Voilà ce à quoi appelle aujourd'hui l'Iran sur le territoire africain, une sorte d'appel à la Fédération des États africains, ce pourquoi les voix panafricanistes se battent depuis plus d'une dizaine d'années aujourd'hui. Mais l'une des interrogations, André Christelle Fanga, alors même que le ministre burkinabé, lui, ne cesse de parler de la confédération depuis l'époque où le général Mamadi Doumbouya était encore au fait de cette actualité, ou alors au centre de cette union entre les trois pays, eh bien, plusieurs pays, enfin je veux dire l'Iran, lui, parle de la fédération, plusieurs voix appellent à cette fédération, mais est-ce que l'AES est sur la bonne voie en ce qui concerne cette fédération, alors que l'annonce d'une confédération ne cesse d'être faite depuis pratiquement le mois de septembre? Alors, je pense qu'aujourd'hui, c'est l'ouverture d'une voie. D'une voie pour aboutir à quelque chose, c'est-à-dire ou la confédération ou la fédération. Et je pense qu'aujourd'hui, les désirs, parce que là, c'est mon point de vue, oui. C'est mon désir, c'est mon vœu, c'est mon souhait. Moi, André Christelle Fanga. Moi, André Christelle Fanga, je veux que les États de l'AES, n'est-ce pas, qui ont signé la charte du Liftako-Gourma, n'est-ce pas, deviennent un État. C'est-à-dire, on parle de la capitale du Mali, c'est Bamako. Oui. La capitale du Burkina Faso, c'est Ouagadougou. Et la capitale du Niger, c'est Niamey. Un nom de capitale, par exemple, c'est Bamadougou. Bamadougou, quelque chose comme ça. C'est-à-dire qui englobe les trois capitales, mais sur le plan du territoire, ce sera sur un seul territoire. Mais écoutez, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus... Les États peuvent se... Mais la France fait comment pour avoir les îles loin de son territoire, loin de son espace? Vous pouvez me dire? Et on parle des îles françaises. Elles sont nombreuses. Ces îles-là, vous les connaissez? Mayotte, Martinique. Qui ne sont pourtant pas françaises. Qui ne sont pas françaises. Vous voyez un peu? Vous voyez des aberrations comme ça. D'ailleurs même, vous allez retrouver Haïti qui était de l'autre côté, qui était aussi territoire français et qui payait même un peu d'argent pour la décolonisation. Enfin, qui payait la France parce que la France les a colonisés. Donc, un merci à la France parce que vous nous avez colonisés. Vous voyez une aberration comme ça. Donc, vous voyez que la France se retrouve avec beaucoup de territoires d'outre-mer, n'est-ce pas, sans que ça ne soit proche. Donc, on peut avoir des États, n'est-ce pas, fédérés, un État fédéré, n'est-ce pas? Oui. Vous voyez un peu, même à distance. C'est-à-dire, c'est pour ça que moi, je pense même que ça va un peu lentement avec l'AES aujourd'hui. Parce qu'on devait déjà prendre même certains États hors du territoire ouest-africain, l'introduire dans la charte du Liftako-Gourma, parce qu'il y a plusieurs États qui ont la même vision. Oui. Vous voyez un peu. Vous allez nous dire qu'aujourd'hui, regardez un peu ce que les BRICS se font. Ce n'est pas une confédération, ce n'est pas une fédération, mais ils ont une même idéologie, ils ont une même pensée. La première des pensées, c'est quoi? C'est que s'opposer au système néocapitaliste, néolibéral. C'est-à-dire, il faut tuer le roi dollar. Le roi dollar doit mourir. Alors, on se met ensemble pour que le roi dollar meure. Et si le roi dollar meurt, ça veut dire que le rouble et tous les autres monnaies-là deviennent importantes. En fait, les ressources naturelles deviennent importantes parce que la plupart de ces États-là ont des ressources naturelles. Ou bien, quand ils vont chercher les ressources naturelles chez les autres, ils payent normalement comme il faut. Alors que le roi dollar, lui, il a toujours joué à la roubladise. Lui, il a toujours joué aux voleurs, aux bandits. N'est-ce pas, dans ces États-là. Donc, vous voyez que c'est possible d'avoir, n'est-ce pas, une fédération, n'est-ce pas, même avec certains États qui ne sont pas si proches. Donc, mais quand même, ayant déjà une frontière commune, c'est-à-dire la zone des trois frontières que nous connaissons tous, n'est-ce pas, entre le Niger,
le Mali et le Burkina Faso. Donc, on peut facilement faire un État. On peut facilement arriver à un État fédéré. On peut facilement avoir un gouvernement. On peut facilement avoir un même pays dans ce territoire-là. Et c'est ce que nous souhaitons. Nous souhaitons véritablement que l'Afrique devienne une. Véritablement ces États-Unis-là. Vous savez, l'un des objectifs, n'est-ce pas, des pays hégémoniques, c'est de créer la division. C'est de diviser la plupart des États. C'est pour ça que dans chaque État que vous avez là, il y a toujours une rébellion, qui a toujours un projet de sécession. Quand vous devenez, n'est-ce pas, quand cet État devient rebelle face, n'est-ce pas, aux États-Unis ou bien au système, n'est-ce pas, hégémonique occidental, ils actionnent, n'est-ce pas, la sécession. Parce qu'ils sont dans le projet d'avoir au moins 300 pays d'ici 2027-2030. C'est-à-dire, le monde doit avoir au moins beaucoup de pays qui doivent appartenir aux Nations Unies. Vous voyez, donc c'est pour ça que, et le territoire le plus grand, parce que ce qu'on ne vous dit pas, c'est que l'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés. Et l'Afrique de 30 millions de kilomètres carrés englobe l'Europe, les États-Unis, tout ça dedans. Donc on est plus grand en matière d'espace. On a assez d'espace. Et on a combien d'habitants aujourd'hui? On a 1 milliard, près de 200 millions d'habitants. Donc d'ici 5 ans, 2030, 2035, n'est-ce pas, nous aurons près de 1 milliard 500 millions d'habitants. Donc bientôt nous allons rivaliser, n'est-ce pas, l'un des pays les plus peuplés, l'Asie. Et l'Asie qui est très petit, qui manque d'espace, mais qui a beaucoup de population. Donc, vous comprenez que l'Afrique devient aujourd'hui, n'est-ce pas, le continent, n'est-ce pas, qu'il faut explorer. Et donc, nous qui avons encore des espaces, nous pouvons élargir nos pouvoirs. Nous pouvons élargir, et ça va faire des économies. Vous imaginez si on a, au lieu d'avoir 3 premiers ministres, on a un premier ministre. Au lieu d'avoir 20, 30, 40, 50 ministres, oui, à chaque État, on a un espace qui amènera à 150 ministres. On aura peut-être 50 ministres pour les 3 États. Donc, il y aura des économies, il y aura plein de choses. Et il y aura une coordination, il y aura une communication ordonnée. Parce que parfois, le Mali prend telle décision, vous voyez un peu, il faut que l'autre aussi se mette dans peut-être à jour ou bien. Et je pense que l'Iran, n'est-ce pas, en faisant cette proposition-là, en désignant un seul, n'est-ce pas, pour ces 3 États-là, alors c'est d'une importance capitale, c'est un appel, n'est-ce pas, que voici ce que vous pouvez faire, c'est une proposition en fait, que voici où vous pouvez arriver. Et moi, je souhaite que ça arrive très vite. Vous savez, la Russie, c'est un État fédéré. Vous savez que l'ancien bloc l'URSS, c'est ça, je crois. Oui, l'URSS. Voilà. C'est un bloc. C'est un conglomérat des États. Mais ça s'est disloqué à un moment donné. Mais la Russie a réussi à reformer, parce qu'on appelle la Fédération de Russie. Oui. Parce que plusieurs pays sont entrés, n'est-ce pas, dans cette fédération-là. Et aujourd'hui, nous avons un président. En fait, c'est le message que l'Iran va envoyer, dit que mais prenez l'exemple sur votre parent aujourd'hui, c'est-à-dire celui qui vous, n'est-ce pas, apporte tout son soutien, Vladimir Poutine, qui est président de la Fédération de Russie. Il y a les élections, il y a plein de cette fédération. C'est un bel exemple. Oui. Les États-Unis eux-mêmes sont une fédération. Donc vous voyez que en fait, on peut utiliser les États de l'Alliance du Liptako-Gourmand comme un bel exemple pour amener les pays africains à entrer, n'est-ce pas, dans les États-Unis, que nous souhaitons tous avoir un pays. Parce que les frontières que nous avons aujourd'hui là n'existaient pas il y a de cela quelques temps. Je vous ai toujours dit ici, madame, comment est-ce possible que des gens ont les familles dans 2 pays, mais on appelle l'autre centrafricain, on appelle l'autre camerounais, on appelle l'autre gabonais, on appelle l'autre congolais, oui, on appelle l'autre équato-guinéen, on appelle l'autre camerounais ou bien congolais. Alors que vous êtes tous issus d'un même arbre généalogique. Et si vous poussez même la réflexion plus loin, vous allez retrouver que nous tous, nous sortons de quelque part, n'est-ce pas? Nous sommes seulement éparpillés sur tout le continent africain, donc nous sommes un même peuple. Et c'est comme ça que les flux migratoires, n'est-ce pas, et avec, n'est-ce pas, vous appelez ça quoi? Les explorateurs qui sont arrivés et se sont installés, n'est-ce pas, sur nos terres, ont créé ce mélange-là. C'est pour ça qu'on se retrouve avec et les Arabes, et les Blancs,
et les jaunes et tout ce que vous pouvez citer comme couleurs qui existent dans le monde, dans notre continent. Mais Oui. nous tous, nous sommes des Noirs parce que nous avons eu un seul territoire, n'est-ce pas, qui a longtemps régi le monde, c'est-à-dire cette Afrique-là, nous l'avons encore besoin. Et je pense que c'est cette Afrique-là qui est en train de revenir. Et l'exemple de l'AS nous présente déjà que c'est possible d'avoir cette Afrique unie, cette Afrique un pays, cette Afrique un gouvernement, cette Afrique un président, s'il faut, n'est-ce pas, un président. S'il s'agit d'un État fédéral, il faut qu'il y ait un seul président. Un seul président. Et que les autres soient des gouverneurs. Eh ben, Voyez-vous cela se faire dans les pays africains? On va peut-être commencer avec l'État fédéral de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, ou alors les États-Unis de l'Afrique de l'Ouest pour un début. En tout cas, c'est ce à quoi appellent certains partenaires internationaux comme l'Iran, dont on connaît parfaitement la position géopolitique qui tend à épouser celle des panafricanistes africains, évidemment. Pensez-vous cela possible? Mais c'est possible. Je pense que l'idée était déjà bien mûrie au travers du feu guide libyen, n'est-ce pas, Mohamed Kadhafi, qui justement est dans l'idée, c'était justement de créer, n'est-ce pas, les États-Unis d'Afrique. Et c'est l'une des causes de sa mort. Parce que création d'abord du Fonds monétaire africain, création d'une force mutuelle africaine, création de la Banque africaine, tu vois un peu, il y avait un peu plein de ces choses-là qui étaient déjà en projet et qui avaient déjà choisi des capitales, donc qui devaient nous amener, n'est-ce pas, à ces États fédérés-là. Donc, je pense que c'est possible, n'est-ce pas? Et c'est parce que, justement, il y a encore trop d'endocolons dans nos États. Et ces endocolons-là qui disent que non. Et le projet même initial des pères fondateurs de l'Union africaine, c'était justement de créer une vraie Afrique unie, n'est-ce pas? C'est-à-dire où on devait avoir les États fédérés. C'était ça le projet de Kwame Nkrumah. C'était le projet de Sékou Touré. C'était le projet de de ce bloc-là, n'est-ce pas, qui voulait véritablement panafricaniser l'Afrique. Qui voulait une Afrique unie, avec un seul président et les autres États, n'est-ce pas, des gouverneurs. Mais, sachant que ça devait donner trop de force et trop de puissance. Parce que, imaginez-vous, parce que les gens ne connaissent pas le potentiel de l'Afrique. Le potentiel africain, aujourd'hui, en écosystème, la forêt du Congo, le bassin du Congo est la deuxième réserve mondiale en matière d'écosystème. C'est-à-dire, pour que le monde se régule, comme vous voyez là, il faut que le bassin du Congo soit protégé, en même temps avec l'Amazonie, qui est le premier poumon, le premier bassin, n'est-ce pas, qui permet la régulation de l'atmosphère, de tout ce que, avec le bassin du Congo. Donc, ça, c'est un potentiel. Vous avez le potentiel, par exemple, en RDC, du fleuve Inga, où on doit faire l'un des plus grands barrages. Il y a eu Inga 1, on a lancé Inga 2. Donc, ce projet, par exemple, c'est d'électrifier toute l'Afrique. Vous avez un projet de barrage comme celui-là, d'ailleurs que les fonds monétaires ne peuvent jamais financer. Parce qu'ils tiennent en compte les propos de Edmond Cole. Faites tout pour que l'Afrique ne s'industrialise pas. Si vous avez l'énergie en quantité, ça veut dire que vous avez la possibilité de vous industrialiser. Donc, il faut que nous soyons juste des dépotoirs, nous soyons des comptoirs, nous soyons de ce qu'on va venir, on prend, on va transformer et on ramène. Vous savez que c'est la main-d'œuvre. C'est la plus-value. Si on transforme sur place, ça crée des industries, ça crée l'emploi, ça crée, n'est-ce pas, le développement. Donc, en fait, et vous vendez même à bon prix. Vous voyez un peu. Vous voyez, vous pouvez encore toucher le même diamant qui a été certifié Kimberley, qui se trouve à Londres. Vous pouvez encore acheter le même diamant, alors que, ou bien l'or, que nos petits-enfants à Bétaré, où il y a un peu de partout, là, creuse comme ça, là, ils se baladent avec comme ça en main. Les Chinois viennent prendre ça à Villepré, ou bien les autres Libanais et tous les autres petits orpailleurs, n'est-ce pas, qui achètent ça à Villepré et vont revendre, n'est-ce pas, au marché mondial à grand prix. Donc, vous comprenez qu'en réalité, nous pouvons profiter, n'est-ce pas, de cette proposition iranienne, n'est-ce pas, pour justement
refaire renaître le projet des panafricanistes, le projet des pères fondateurs, n'est-ce pas, de l'Union africaine, le projet de Kwame Nkrumah, Sékou Touré, Ahidjo et tout ce que vous connaissez là, qui pensaient que l'Afrique peut être unie et briser les frontières. Parce qu'en fait, on est les mêmes peuples. Pour sortir, André Christelle. C'est déjà fini? Oui. Voilà. L'émission est terminée, André Christelle Fanga. En tout cas, c'était votre mot de fin. Ben, je souhaite que les pays africains ou bien les différents leaders aujourd'hui, parce que je ne veux plus appeler chef d'État ou bien président des républiques. Vous voyez un peu, leader africain. Leader africain parce que ça permet de penser, n'est-ce pas, au-delà de son espace, mais de penser l'Afrique tout entière. Parce que quand vous regardez les réflexions de Kwame Nkrumah, qui était au Ghana, Sékou Touré de la Guinée, Modibo Keïta, n'est-ce pas, au Mali, et de tous ces grands leaders-là, ils ne pensaient plus à leur petit espace, ils pensaient l'Afrique. Et je pense que si on les appelle leaders africains, ça leur permet maintenant d'avoir une pensée plus grande que les espaces coloniaux qu'on nous a légués là, des petites frontières qu'on nous a léguées. Vous savez que le Cameroun était très obèse. Oui. On a coupé, c'est devenu, il s'est resté juste un peu de derrière. Et même le petit derrière là, on va encore couper pour créer un autre état fantoche. Merci André Christelle. Merci infiniment André Christelle Fanga. Je rappelle, vous êtes directeur de publication et analyste, consultant permanent de Regard Panafricain. C'était un plaisir d'échanger avec vous sur ces deux questions. Je le rappelle, nous avons pu discuter de l'actualité au Tchad qui est la présidentielle prévue le 6 mai prochain, mais particulièrement de l'arrivée des 130 militaires russes sur le territoire tchadien. Selon les informations, ces hommes en tenue russe appartiendraient à un détachement de la société paramilitaire russe qui est déjà sur le territoire centrafricain. Maintenant, nous avons pu parler de cette création de la fédération plutôt que la confédération. Est-ce que l'AES est sur le point d'y arriver? On a essayé de s'interroger sur ce plateau et c'était avec André Christelle Fanga à qui on dit au revoir et à très bientôt lors de nos prochaines éditions de Regard Panafricain. Merci à tous de nous avoir écoutés et regardés sur nos plateformes internet éponymes et nos différents médias. La mise en onde de Kelly était derrière la console, mais aussi derrière les caméras. À très bientôt à tous. Au revoir, Ndiamena.